Acheter une baguette bien chaude le matin, c'est un acte hyper banal. Et pourtant, avec un simple échange oral, on vient de créer un engagement juridique officiel. Ouais, exactement. On le fait de façon totalement automatique. Je suis fascinée de réaliser ça. Notre quotidien est régi par cette architecture légale invisible. Aujourd'hui, on plonge au cœur des contrats, on étudie les parties et l'objet du contrat. C'est le programme idéal pour réviser l'économie et le droit pour les profs du bac pro. C'est tout à fait ça. Le droit, c'est la mécanique de nos échanges. Comprendre un contrat, c'est vraiment comprendre notre façon de sécuriser chaque interaction. Avant de continuer, voici une question quiz pour nos auditeurs. Un acte aussi banal que l'achat d'un repas constitue-t-il un véritable contrat juridique? La réponse se trouve dans ma toute première phrase, bien sûr. Et oui, la réponse est affirmative. Ces actes quotidiens sont de vrais contrats. Il devient donc essentiel de comprendre leur fonctionnement légal. J'aime bien imaginer ça comme une danse. La liberté contractuelle, c'est choisir son partenaire et inventer la chorégraphie ensemble. C'est une super métaphore. Fondamentalement, un contrat, c'est un accord de volonté. Le but est de créer des obligations. La justice reconnaît d'ailleurs 3 formes principales pour ces accords. Donc on a la forme écrite, logiquement. Bah voilà, l'écrit bien sûr. S'y ajoute la forme verbale, très courante pour les actes rapides du quotidien, et puis la forme électronique. Ah, l'électronique. Mais un simple texto pour acheter un vélo, ça tient la route devant un juge en cas de litige? Un texto sert de début de preuve en fait. Un véritable contrat électronique formel exige une signature électronique certifiée. Ce système garantit l'identité exacte du signataire. La forme juridique s'adapte toujours au niveau de sécurité requis par l'enjeu. Je vois. Deuxième question, quiz au passage. Quelles sont les 3 formes possibles pour conclure un accord juridique? Écrite, verbale et électronique donc. Ces différentes formes s'accompagnent de catégories précises pour classer chaque situation. Poussons un peu la réflexion. Si je décide de donner mon vieil ordinateur à mon neveu, c'est un don gratuit, on reste dans le cadre d'un contrat légal. Absolument, c'est un contrat valide. Le droit catégorise cette situation comme un contrat unilatéral ou un contrat à titre gratuit. Une seule personne s'engage envers une autre, mais la personne bénéficiaire doit tout de même accepter le don. Ah d'accord, ouais, c'est logique. Et l'inverse de cette situation, c'est quoi? C'est le contrat synallagmatique ou à titre onéreux. Ce terme technique désigne des obligations réciproques. Pensez à un contrat de travail, par exemple. Ok, très clair. Prenons le cas d'une mutuelle en ligne. On coche juste des cases, on accepte tout en bloc, la liberté d'engagement semble assez limitée. C'est exactement pour ça que le droit fait une distinction claire. D'un côté, le contrat de gré à gré, où l'on négocie librement chaque virgule. De l'autre, le contrat d'adhésion. Le contrat d'adhésion, c'est quand la partie la plus forte impose ses règles du jeu. Exactement, le contenu est imposé. La loi identifie cette situation pour protéger la partie la plus faible et s'assurer de l'équité des clauses. Troisième question quiz alors. Comment nomme-t-on un contrat dont le contenu est entièrement imposé par l'une des parties? Un contrat d'adhésion, c'est une notion super importante à mémoriser. Pour que toutes ces catégories tiennent devant un tribunal, il faut des fondations inébranlables. Je compare la validité d'un contrat à un tabouret à 3 pieds. Avec un seul appui défaillant, bam, l'effondrement total de la structure est inévitable. La loi exige effectivement 3 piliers fondamentaux. D'abord, la capacité de contracter. Il faut avoir plus de 18 ans et être capable juridiquement. Ensuite, le contenu, j'imagine? Tout à fait, un contenu licite et certain. L'accord doit porter sur une chose légale et réelle. Et enfin, le pilier le plus scruté par les juges, c'est le consentement. Le consentement, c'est le fait de dire oui en toute conscience. C'est dire oui de manière parfaitement éclairée. Ce consentement requiert une clarté totale, il doit être exempt de vices. Avec une volonté faussée, le contrat devient caduc, par la loi. En revanche, si le vendeur a délibérément caché un moteur défectueux en trafiquant le compteur, la donne change complètement. C'est le dol, une manœuvre trompeuse. Ah, on est dans la tromperie active. Exactement. Il existe aussi l'erreur sur une qualité essentielle du produit, et enfin la violence, physique ou psychologique. Quatrième question, quiz pour ceux qui nous écoutent. Quels sont les 3 vices capables de rendre un consentement invalide? L'erreur, le dol et la violence. La conséquence d'un de ces vices est radicale. Le juge efface l'accord depuis son origine, l'annulation est totale. C'est vraiment une architecture implacable. Pour résumer nos points clés, un contrat est un accord de volonté prenant des formes variées. On le classifie selon la nature des engagements et il repose sur 3 conditions de validité indispensables.
C'est le résumé parfait. Maîtriser ces mécanismes juridiques garantit une compréhension parfaite de l'environnement économique. Je suis prête à parier que c'est une compétence redoutable pour réussir l'examen haut la main. D'ailleurs, une réflexion vertigineuse pour finir. Les algorithmes concluent des accords financiers complexes à la milliseconde près. Le droit devra bientôt évaluer l'intention ou un vice de consentement chez une intelligence artificielle. Un vaste sujet d'exploration future. Un défi passionnant pour le monde juridique. Révise ton bac avec Choisis ta formation et ton métier. D'autres thèmes sont abordés sur la chaîne YouTube. Abonne-toi.